Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Bon, voilà. Alors, je reviens sur les déplacements élémentaires. Je l'avais fait un petit peu vite à la fin du dernier cours parce que je voyais l'heure qui tournait. Donc, je le réexplique un petit peu avec l'ensemble des 3 dessins que vous avez à droite là. Je vous expliquais que pour passer du point M au point M', je peux considérer que je fais d'abord varier un petit peu l'angle R, puis après je fais varier un petit peu l'angle θ, puis après je fais varier un petit peu l'angle φ. Je regarde de combien je me déplace dans chaque cas. Bon. Alors, je ne vais pas réécrire la formule, vous l'avez, enfin, si, c'est pas difficile à réécrire, je le refais en même temps. Quand je fais varier juste R, je me déplace à partir du point M, comme vous avez compris, je me déplace dans la direction ER. Voilà. Et donc je fais varier R d'une quantité dr. Le déplacement correspondant, c'est dr fois ER. Alors, je ne sais pas si je l'ai écrit dans le même sens la dernière fois, mais ça revient au même. Ensuite, je peux imaginer que je fais varier juste l'angle θ. Je suis à R constant et je fais varier l'angle θ. Alors, ça correspond au schéma de droite ici. Vous avez R qui est constant et l'angle θ qui est là, il varie un tout petit peu, il varie d'une distance dθ. Si ce dθ, si cette variation est infinitésimale, eh bien, le déplacement mm', c'est quasiment la même longueur que l'arc de cercle mm', centré sur O. Et donc, le déplacement au bout, c'est r dθ. La longueur qui est au bout, la longueur de la petite flèche là, qui est au bout, c'est r dθ. Donc, r dθ, et je vous l'ai montré sur l'animation juste avant, ça c'est le déplacement suivant le vecteur Eθ. Ensuite, si je ne fais varier que l'angle φ, en maintenant r et θ constants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez ici une vue dans un plan méridien. C'est-à-dire, voilà, vous voyez le point P qui est ici, il est sur un méridien, j'ai parlé du cercle méridien, le plan qui contient ce cercle, c'est un plan méridien. Et on voit donc le point M qui est là, qui est l'équivalent du point P ici, on le voit dans le plan méridien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais varier l'angle φ? Eh bien, en fait, je vais faire tourner le point M, toujours à la même distance de l'axe Z, je le fais tourner autour de Z, en restant à la distance R sinus θ de l'axe Z. Donc, j'ai un cercle de rayon R sinus θ, et je fais varier l'angle φ d'un petit angle dφ. Et bien, de la même façon, le déplacement correspondant du point M, c'est le rayon de ce cercle sur lequel je me déplace, que multiplie la variation infinitésimale de l'angle φ de rotation autour de l'axe Z. Voilà. Et donc, ça, ce déplacement, il se fait suivant le vecteur unitaire E-φ. Donc voilà l'explication, une autre explication de la formule que j'ai donnée la dernière fois. Alors, je n'ai peut-être pas écrit les termes dans le même sens, dans le même ordre, mais c'est bien ça qu'on a obtenu. Voilà. Pour le déplacement, ça va? Alors, à partir de ça, je peux avoir le vecteur vitesse, puisque le vecteur vitesse, c'est dr sur dt. Ça, je ne sais pas si je l'ai écrit. V égale dr sur dt. Donc, j'ai juste à diviser par dt. dr sur dt, c'est, je vais l'écrire r point fois er, plus r dθ sur dt, dθ sur dt, c'est θ point. Vous avez l'habitude maintenant de cette notation-là. Et puis, plus r sinus θ fois dφ sur dt. dφ sur dt, c'est phi point. Voilà l'expression du vecteur vitesse en coordonnées sphériques. Donc, moi, je pense que c'est le plus simple, c'est pas d'apprendre par cœur directement cette formule-là. Si vous avez en tête un petit peu les définitions des angles r, θ et φ, vous pensez à ces schémas-là et vous retrouvez, à partir de ça, vous retrouvez cette expression-là. Voilà. Moi, c'est ce que je fais en fait. Si on me demande l'expression de la vitesse en coordonnées sphériques, je pense au schéma et j'en déduis ça assez vite. Alors, le vecteur accélération, on ne vous le demandera pas. Il n'est pas au programme, en coordonnées sphériques.
hein. Vous devez savoir l'écrire, le vecteur accélération en coordonnées cylindriques. En coordonnées sphériques, il est un peu plus compliqué, hein, et donc il est aussi plus difficile à utiliser, et donc on l'utilise assez rarement. En tout cas, il n'est pas au programme. Donc voilà, j'écris rien dessus. On va faire une application calcul de vitesse. On imagine donc une perle ou un anneau comme celui-ci qui glisse le long d'une barre. Alors qui glisse à vitesse constante. On imagine, donc vous voyez le petit truc vert, vous voyez tous, je le fais glisser à vitesse constante le long de la barre. Sauf que en même temps, la barre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tourner autour de la verticale, comme ça. Elle tourne toujours de la même façon autour de la verticale, et elle va faire avec la verticale un angle constant. Donc cet angle, j'ai pris pi sur 4, je pense. Oui, voilà, j'ai pris pi sur 4, et j'ai dit que le petit anneau vert, là, il glisse à une vitesse constante de 1 mètre par seconde. Voilà. Et imaginez que cette barre, elle ait une longueur de 1 mètre. La question que je pose, c'est que vaut la vitesse de l'anneau lorsqu'il arrive au bout de la barre? Hein, donc voilà, il arrive au bout de la barre elle continue à tourner comme ça, avec une vitesse que je dois préciser, que j'ai pris comme 1 tour par seconde. Voilà, la barre elle fait 1 tour par seconde, mais elle a une longueur de 1 mètre, et l'anneau, il vient juste d'arriver au bout. Au moment où il est au bout, quelle est sa vitesse? Voilà la question que je pose. Okay, vous avez tous compris? Alors j'écris ça, mais bon, vous avez les données du problème. Donc exemple d'application. Donc je mets un anneau glisse à vitesse constante que je vais noter V0 égale 1 mètre par seconde le long d'une barre. De longueur L égale 1 mètre qui tourne autour de l'axe Z. Je fais un petit schéma, je dessine mon axe Z et je dessine grosso modo l'extrémité de la barre en question. Voilà, donc j'ai une barre de longueur L égale 1 mètre. Elle fait en permanence un angle de pi sur 4 avec l'axe Z. L'anneau, bon, il a démarré là, et l'anneau, il part à la vitesse 1 mètre par seconde. Il glisse à la vitesse 1 mètre par seconde. Le long de cette barre. Et donc la question que je pose, c'est quelle est la vitesse de l'anneau lorsqu'il arrive au bout de la barre? Sachant que donc la vitesse de rotation, c'est oméga égale 1 tour par seconde. Donc quand je dis vitesse de l'anneau, ce n'est pas la vitesse par rapport à la barre, bien sûr, c'est la vitesse par rapport au référentiel terrestre. Voilà, bon, je vais l'appeler V, mettons. Quelle est cette vitesse? Bon, allez-y, regardez ce que je viens d'écrire. Je rappelle que le repère ER, Eθ, Eφ, ça constitue une base orthonormée, directe, plus. En tout cas, c'est orthonormé, donc j'ai le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. Non, alors c'était pas un angle droit, c'est parce que le petit anneau que je vous ai montré, il était vert, et voilà, je voulais vous montrer un petit anneau. Mais on aurait pu le faire, voilà, cet anneau, si vous voulez, c'est peut-être plus clair si je le mets plus haut. Alors, il n'y a pas de difficulté, donc on attaque. Mettons Romain, qui a envie de parler un petit peu. Allez-y. Qu'est-ce que la norme de ce... Allez, mettons la norme carrée. La norme carrée de V, c'est égal à quoi? Je répète que ER, Eθ, Eφ, c'est un repère orthonormé. Donc, on a le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc, V carré égale... Voilà, donc R point carré
plus, voilà, fois phi point, et le tout au carré. Okay, voilà, donc il suffit d'appliquer ça. Ça nous fait donc v carré égale. Alors, R point, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, le R, c'est coordonnées sphériques sur le schéma, c'est la distance OM, tout simplement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de repérer l'anneau. Je peux mettre un point M, si vous voulez, au centre de cet anneau. O, c'est l'origine. Et donc, c'est juste pour voir si vous avez compris les notations. Hugo, c'est donc quoi, en fait, R point? C'est ce que j'ai noté comment? Quelle est la lettre que j'ai utilisée qui correspond à R point? Merci, oui. R sinus θ phi point. Alors, ma question, Hugo, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé dans l'énoncé pour désigner R point? Dites-moi. C'est V0, tout simplement. Je ne vois pas où est la difficulté. V0, c'est la vitesse de l'anneau le long de la barre. C'est la vitesse d'éloignement de l'anneau par rapport au point O, le long de la barre. Voilà, donc c'est V0. Voilà, ça fait V0 carré plus Rθ point. Oui. Alors, effectivement, oui, le θ point, il est constant. Alors, le R, on pourrait mettre V0 fois T, mettons, hein, si on part du point origine à l'instant T égale à 0. Mais θ, c'est pi sur 4, c'est une constante. Donc, θ point, effectivement, c'est 0 au carré. Puis après, donc, il reste R sinus θ phi point. Alors, je peux le mettre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe. Je vais mettre l'expression générale, parce que ça, c'est V à l'instant T. Donc, je le mets ici. Ça fait V0 fois T fois sinus θ fois phi point. Et alors, phi point, qu'est-ce que... Oui. Voilà, phi point, c'est ce que j'ai, moi, noté oméga ici. C'est le combien de tours par seconde. Ça correspond à ça, phi point. Oméga, tout ça au carré. Ok? Dites-moi si c'est pas clair, hein, s'il y a quelque chose pas clair dans ces notations-là. Oui? Alors, phi, regardez ce que c'est que l'angle phi. C'est ici. Phi point, c'est combien de radians par seconde autour, en rotation, autour de l'axe Z. Or, quand je dis ici, où est-ce que j'ai écrit cette vitesse angulaire? Voilà, quand j'écris oméga égale 1 tour par seconde, c'est la vitesse de rotation de la barre autour de l'axe Z. Donc ça correspond bien à la même chose. Bon, alors donc, je simplifie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à l'instant où l'anneau arrive au bout de la barre. Donc, en particulier, lorsque l'anneau arrive au bout de la barre, eh bien je sais que V0t, c'est-à-dire petit r, c'est grand L. Hein. Donc je peux écrire V égale, je vais écrire avec une racine, donc racine de V0 carré plus grand L fois sinus θ fois oméga au carré également. Okay. Puis il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Donc n'oubliez pas de faire toujours du calcul littéral avant l'application numérique. Ne commencez pas par remplacer quelques valeurs au fur et à mesure. Vous faites du calcul littéral, 100% littéral, et ensuite vous remplacez par des valeurs. Donc ça nous fait V égale racine de... Alors V0 carré, qu'est-ce que j'ai dit? 1 mètre par seconde, donc 1 au carré. J'ai une barre de longueur L égale 1 mètre fois sinus de pi sur 4. On sait que c'est racine de 2 sur 2, mais bon, je l'écris comme ça. Et oméga, donc là, faire attention aux unités, j'ai dit 1 tour par seconde. Sauf qu'en radian, vous savez bien qu'un tour, c'est 2 pi radians. Donc c'est 2 pi radians par seconde. Donc il faut multiplier par 2 pi. Et tout ça, c'est au carré et dans la racine. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà calculé ça? 4,55, merci. Mètres par seconde.
Donc ça, c'est un système de coordonnées qui est surtout utile quand on connaît déjà la trajectoire et qu'on veut calculer des quantités à partir de cette trajectoire. Par contre, la trajectoire peut être quelconque. Donc, je représente par exemple voilà, la trajectoire d'un point M. Trajectoire. Donc, vous faites de préférence n'importe quoi. Je prends un point O, origine, sur cette trajectoire. Voilà, ça peut être la position du point M à l'instant t égale à 0. Et si je connais déjà la trajectoire, je peux dire où est le point M qui m'intéresse à l'instant t, simplement en disant quelle est la distance qu'il a parcourue à l'instant t, quelle est la distance qui le sépare le long de cette trajectoire par rapport au point O. Donc voilà, ici, si je représente le chemin parcouru correspondant, c'est en violet, hein, ça fait donc c'est un arc, c'est pas droit, hein, c'est un arc que je peux noter OM. Et la longueur de cet arc, je peux la noter comme ça. Et c'est noté dans presque tous les livres de maths et de physique, c'est noté comme S, S de t. Et c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. C'est-à-dire que vous avez l'habitude des axes des abscisses qui sont droits, mais si on connaît déjà la trajectoire et qu'elle est un peu courbée, on peut compter la longueur le long de cette trajectoire. Curviligne, c'est parce que c'est courbé. Voilà. Donc ça, c'est égal l'abscisse curviligne du point M. Alors, à partir du point M, à n'importe quel instant, pour n'importe quelle position du point M, je peux définir deux vecteurs de base. Alors, on va commencer par des courbes. On va supposer que la courbe est dans le plan. En pratique, dans tous les exercices qu'on va vous demander, on ne va pas compliquer les choses. Quand on parle de coordonnées curvilignes, on ne va pas se placer dans l'espace. Hein. Oui, non, ça suit la trajectoire, donc c'est courbe. Je ne l'ai peut-être pas fait assez courbé. Hein. Je dis bien que ce n'est pas un segment rectiligne, ce n'est pas un segment de droite. C'est un arc, c'est pas un arc de cercle non plus, c'est courbe. Voilà. C'est pas droit. Et donc c'est pour ça que je mets un signe comme ça. Je n'ai peut-être pas assez courbé non plus, lui. Je mets un signe comme ça, qui correspond à quelque chose de courbé. Bon, alors, en n'importe quel point, je peux définir, alors je vais le mettre en dessous, le point M, M de t. Je peux définir deux vecteurs de base du plan, puisque je vais supposer que la trajectoire est plane. Je vais l'écrire ici. Hypothèse, trajectoire plane, pour simplifier. Tout ce que je vais écrire peut se généraliser aux courbes dans l'espace, qu'on appelle les courbes gauches. Les courbes gauches sont les courbes qui ne sont pas contenues dans un plan. Donc évidemment, mathématiquement, c'est un petit peu plus compliqué. Je suppose que la courbe est plane. Alors, je vais commencer par introduire un premier vecteur unitaire, qui est le vecteur unitaire tangent, que finalement vous avez déjà utilisé en terminale quand vous avez fait la gravitation. Donc ici, je dessine un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire. Je vais le noter. Alors, il y a plusieurs notations possibles. En physique, on le note souvent ET ou UT. Bon, toujours pareil, c'est E ou U, c'est unitaire. En mathématiques, on le note souvent T, tout court, grand T. Donc ET, vecteur unitaire tangent. Et puis je vais introduire un deuxième vecteur. Alors, j'ai pas fait gaffe, le M il prend encore trop de place. Il faut que je le mette sur le côté. Voilà. Deuxième vecteur que j'introduis, vecteur unitaire normal. Normal, ça veut dire perpendiculaire à la trajectoire. A priori, j'ai deux sens possibles. Donc on prend toujours le sens de l'intérieur du virage. Donc là, on tourne vers la droite. L'intérieur du virage, c'est par là. Donc le vecteur EN, c'est le vecteur unitaire normal. Voilà, notez donc EN ou UN. Et en mathématiques, on le note tout simplement
grand N. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les notations? C'est bon? Alors, si je m'intéresse au vecteur déplacement, infinitésimal, d'accord? En physique, on parle de déplacement élémentaire ou déplacement infinitésimal. Je mets les deux, c'est la même chose, hein. Infinitésimal. Donc ce vecteur déplacement, c'est ce qu'on avait noté dr, j'avais introduit quand j'avais parlé du vecteur vitesse. dr, ben, vous savez que par définition, il est tangent à la trajectoire. Donc je peux le noter comme le déplacement infinitésimal ds, c'est la petite variation, une variation infinitésimale de l'abscisse curviligne, une variation infinitésimale du chemin parcouru le long de la trajectoire. Et sa direction, c'est la direction du vecteur tangent que je viens de noter ET. Voilà le vecteur déplacement infinitésimal. Si je veux le vecteur vitesse, il suffit de diviser dr par la durée infinitésimale de ce déplacement, dr sur dt, et donc ça fait ds sur dt fois le vecteur tangent. Et ds c'est le petit chemin parcouru pendant la durée dt. ds sur dt, ça correspond bien sûr à la vitesse, à la norme de la vitesse. Donc c'est norme de la vitesse qui multiplie le vecteur unitaire tangent. Bon, on savait déjà que le vecteur vitesse était toujours tangent à la trajectoire. Voilà. C'est bon? Alors maintenant, plus intéressant, le vecteur accélération. Le vecteur accélération, comme vous savez, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de ce que je viens d'obtenir, norme de la vitesse fois vecteur unitaire tangent. Donc là, je vois que j'ai à faire la dérivée d'un produit d'un nombre par un vecteur. Les deux parties, les deux quantités qui sont là, elles dépendent du temps. Parce que la vitesse peut dépendre du temps, la norme de la vitesse peut dépendre du temps, mais le vecteur tangent, lui aussi, il dépend du temps, puisque quand le point M va se déplacer ici, le vecteur tangent, il aura toujours la norme 1, mais il sera orienté un petit peu différemment. Donc il faut que j'applique la règle générale que vous connaissez, dérivée de U fois V. Et ben c'est Suleiman, c'est quoi? Dérivée de UV, c'est... Voilà, c'est ça que j'applique. U'(V) plus UV'. Donc j'y vais, ça fait dérivée de V par rapport au temps, donc c'est ce que je note V point fois ET, plus V fois la dérivée de ce vecteur unitaire tangent par rapport au temps. Voilà. Alors c'est ça qu'il faut que je calcule. Ce que je vais faire maintenant, c'est exprimer la dérivée par rapport au temps du vecteur tangent. C'est un vecteur, je répète, qui a toujours pour norme 1, sauf que sa direction change au cours du temps. Donc il faut bien que je puisse donner une expression pour ça. Alors, pour ça, je vais introduire ce qu'on appelle le cercle osculateur. Qu'est-ce que c'est que le cercle osculateur en un point donné? C'est le cercle, si vous voulez, qui passe au mieux, qui s'adapte au mieux à la trajectoire à l'instant donné où se trouve le point M. Regardez, je vais dessiner, bon là, je le fais à la main, c'est pas terrible, mais après je vous montrerai sur une animation. Je vais dessiner comme ça à vue de nez le cercle qui passe au mieux par là. Donc vous, si vous avez un compas, vous pouvez le faire beaucoup mieux que moi. Vous voyez, on voit une certaine courbure. Cette courbure, elle correspond grosso modo à un cercle de rayon assez grand, comme ça, qui aurait cette tête-là, à peu près. Donc si vous voulez, une façon, pas très mathématique, mais une façon intuitive de définir ce cercle, c'est le cercle qui s'adapte au mieux à la trajectoire, qui épouse le mieux les formes, la courbure de la trajectoire. Voilà. Alors ce cercle, il faut savoir qu'il a un centre qui est toujours dans la direction normale. Donc vous pouvez essayer de faire quelque chose à peu près, soit vous le faites à la main, soit vous le faites avec un compas, mais donc je vous dis d'avance,
le centre de ce cercle, dit cercle osculateur, il est toujours sur la normale à la trajectoire. Et le rayon de ce cercle, je vais le noter grand R, ce rayon-là, on l'appelle rayon de courbure. Grand R égale rayon de courbure. Donc ce rayon de courbure, il change en permanence, il change au cours du temps. Plus la trajectoire varie vite, plus le rayon de courbure est petit. Plus la trajectoire s'approche d'une droite, plus le rayon de courbure est grand. À la limite, si on a une droite parfaite, le rayon de courbure est tend vers l'infini. Alors, une petite animation pour vous montrer ça. Voilà, d'abord sur une ellipse. Alors, j'essaie de le faire peut-être en plus gros, ce truc-là. Voilà, en fait, on dessine, je le laisse tourner un petit peu. Vous avez un point qui se déplace le long d'une ellipse. Et à chaque instant, ils ont dessiné sur cette animation le cercle osculateur au point où se trouve le repère, là, le point mobile. Je refais, oui, je peux faire un arrêt sur image ici. On voit que c'est à ce moment-là, c'est assez intuitif, c'est à cet endroit-là que l'ellipse, que la courbure est la plus faible. On est assez proche d'une droite ici. Donc là, le rayon du cercle de courbure, du cercle osculateur, il est très grand. On ne le voit même plus, il sort du cadre. Alors qu'en un point comme celui-ci ou en un point comme celui-là, eh bien, la courbe, elle est très incurvée. Elle tourne vite, si vous voulez. Et donc, le rayon du cercle osculateur va être petit dans ce cas-là. Donc, j'essaye d'arrêter à cet endroit-là. Hop, vous voyez, le cercle, là, c'est vraiment on voit bien que c'est le cercle qui rentre le mieux, qui s'adapte le mieux à la courbe. Donc, ce cercle osculateur, il a un rayon qui varie en fonction de la position du point M sur la trajectoire. D'accord ? Est-ce que ça va pour tout le monde, ça ? Bon. Donc ça, c'est des trucs qu'on étudiait en maths encore il y a quelques années, qui ont été supprimés du programme. Donc nous, on en fait des petits morceaux, mais je ne vais pas faire beaucoup de démonstrations. Alors, par exemple, ce qu'on calculait en maths dans les anciens programmes, c'est l'ensemble des positions des centres de courbure. En fait, le centre du cercle qui est là, je vous donne quand même le nom, hein, voilà. Le point C, qui est le centre du cercle osculateur à un instant donné, ça s'appelle le centre de courbure. Bon, je le mets, c'est centre de courbure. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est représenté sur cette animation ? C'est l'ensemble des centres de courbure pour tous les points de l'ellipse, pour tous les points de la trajectoire. Et en maths, on s'amusait, par exemple, dans le programme de prépa, on s'amusait à calculer l'équation de, vous voyez, ce machin qui ressemble à un losange, calculer son équation. C'est ce qu'on appelait la courbe développée, ce qu'on appelle encore la courbe développée, mais c'est plus au programme de prépa. Voilà, à quoi vous échappez. Mais c'est joli, hein, vous êtes d'accord ? Bon, alors ça c'est pour une ellipse, je peux vous le montrer pour une parabole. Pour une parabole, voilà, ça augmente indéfiniment, puis ça repart de l'autre côté. Vous avez un minimum ici, au sommet de la parabole. OK ? Voilà, les exemples. On va faire un exemple numérique juste après, hein, mais je voulais que vous ayez quand même une petite idée de ce dont on parle. Bon, il nous reste à exprimer ce vecteur-là. Alors, pour l'exprimer, je fais un petit dessin, puis après je complète le dessin, puis après je vous finis le calcul. Par rapport au point C, vous voyez, on part de cette situation-là. À l'instant T, le point M, il est là. M à l'instant T. À un instant ultérieur, le point M il va se trouver, mettons, un tout petit peu plus loin. J'essaie de vous le montrer avec une autre couleur. Voilà, je prends en bleu. Ici, ça va être M à l'instant T plus dt. M à l'instant
t plus dt. Et donc, le vecteur ET, il aura tourné. Le vecteur EN, il aura aussi tourné. Et de combien il aura tourné? On voit, il aura tourné de cet angle-là, qu'on peut noter, je vais noter d alpha. Voilà. Alors, je ne vais pas refaire, je ne vais pas réécrire, parce qu'on n'y verrait plus rien. Je ne vais pas redessiner la nouvelle position de ET et la nouvelle position de EN à l'instant t plus dt. Mais vous l'imaginez, ET, il a un petit peu tourné, il a tourné d'un angle d alpha, et EN aussi, il a tourné d'un angle d alpha. J'ai besoin de ça pour exprimer le vecteur qui est là, que j'ai entouré, d de ET sur dt. Je fais le calcul sur l'autre tableau. Alors, donc je voulais calculer la dérivée du vecteur unitaire tangent par rapport au temps. Alors, je peux considérer ce vecteur unitaire, bon, il dépend du temps, c'est une fonction du temps, bien sûr. Je l'écris ici. ET, c'est une fonction du temps. Mais je peux considérer que c'est aussi une fonction de l'angle alpha, qui lui-même est une fonction de l'abscisse curviligne, et qui elle-même est une fonction du temps. Donc quand je dérive par rapport au temps, j'ai en fait à faire une dérivée composée, avec 3 variables l'une derrière l'autre. Ça a l'air compliqué en mathématiques, avec les notions des mathématiques, ça serait assez compliqué à écrire. Mais en physique, c'est extrêmement simple, puisqu'on se résume, avec nos notations de physique, on n'a que des fractions. Je m'explique. Quand je dérive par rapport au temps, je dis que c'est la même chose que si je dérive par rapport à alpha, mais que je multiplie par la dérivée de alpha par rapport à l'abscisse curviligne, multiplié par la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Pourquoi je trouve ça simple? Parce que tout se passe comme avec des fractions. J'ai introduit d alpha au dénominateur et au numérateur. J'ai introduit ds au dénominateur et au numérateur. Ça se simplifie, ça fait det, dérivée de vecteur unitaire tangent sur dt. Voilà. Alors ça, c'est des notations que les mathématiciens n'aiment pas, mais qui sont quand même très visuelles, très pratiques à utiliser en physique. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que det sur d alpha? Eh bien ça, on a déjà fait le calcul. Ça donne le vecteur unitaire que l'on obtient en tournant dans le sens de l'angle alpha de pi sur 2 à partir du vecteur unitaire initial, le vecteur ET. Donc ça, c'est déjà vu, on a fait ce calcul, ça fait EN. Voir quand est-ce qu'on a fait ça. On l'a fait plusieurs fois, je l'ai fait, par exemple, la dernière fois, c'est quand j'ai parlé des coordonnées polaires. Hein. Donc voir calcul, voir coordonnées polaires. Voilà. Ensuite, j'ai d alpha sur ds. Alors, ds, qu'est-ce que c'est? Je le rajoute juste sur mon petit schéma ici. ds, c'est la distance ici entre le point M et le point M à l'instant ultérieur t plus dt. Je vais repasser ça en une autre couleur. Non, je n'ai pas du jaune. Qu'est-ce que je peux faire comme couleur? En marron. Donc, cette distance-là, cette petite distance, c'est l'intervalle, donc c'est la longueur entre m à l'instant t et m à l'instant t plus dt. Donc je vais l'écrire ici. J'ai ds, variation infinitésimale de l'abscisse curviligne, c'est m à l'instant t, m à l'instant t plus dt. C'est une petite longueur d'arc de cercle. Si on regarde le schéma, on se rappelle qu'en fait, on est quasiment en train de se déplacer
le long d'un cercle de rayon grand R. Et on tourne, par rapport au centre C de ce cercle, on tourne d'un angle infinitésimal qui est d alpha. Donc la longueur correspondante, c'est toujours, je vous rappelle, le produit de rayon fois angle. L'angle ici, c'est d alpha. Donc cette longueur infinitésimale ici, c'est le rayon du cercle, c'est-à-dire le rayon de courbure, que multiplie l'angle d alpha dont je viens de parler. Voilà, ds égale r d alpha. Alors pourquoi je calcule ça? Parce qu'en fait, je veux exprimer d alpha sur ds. Eh bien, je l'ai sous les yeux, j'en déduis que d alpha sur ds, c'est l'inverse du rayon de courbure. Bon, au passage, en maths, l'inverse du rayon de courbure, ça s'appelle la courbure. C'est noté grand C en général. Bon, voilà pour ce terme-là. d alpha sur ds, il est là. Et puis ensuite, j'ai ds sur dt. Ça, je viens de faire le calcul. Je vous rappelle que ds sur dt, c'est tout simplement la vitesse. Donc, je reviens à l'expression de l'accélération. Le vecteur accélération, c'est donc v point fois vecteur tangent plus v fois ce que je viens d'obtenir. Et donc, ce que je viens d'obtenir, c'est v sur grand R fois le vecteur unitaire normal. V sur grand R fois le vecteur unitaire normal. Bon, donc je regroupe, ça fait v point fois vecteur unitaire tangent plus v carré sur R fois le vecteur unitaire normal. Avec d'autres notations, si vous préférez, ça fait dv sur dt fois le vecteur unitaire tangent plus v carré sur grand R fois le vecteur unitaire normal. Alors, normalement, si vous avez fait votre programme de terminale en mécanique jusqu'au bout, vous avez déjà dû voir cette formule. Mais dans un cas particulier, déjà on ne vous l'a pas démontré, et puis vous l'avez fait dans un cas particulier, le cas particulier du mouvement circulaire. Vous avez utilisé ça, par exemple, pour trouver la trajectoire des satellites, typiquement. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est, déjà on vient de faire la démonstration, et puis surtout, on a généralisé cette expression, puisque je vous rappelle que la trajectoire, je n'ai pas supposé qu'elle était circulaire. Par contre, à chaque instant, comme on peut définir un cercle osculateur qui a un certain rayon R, qui dépend du temps, comme vous l'avez vu sur l'animation, eh bien, cette formule, elle est valable à chaque instant, mais avec un rayon R qui varie au cours du temps. Le rayon R, c'est le rayon du cercle osculateur. Voilà. Donc, bon, c'est une formule à connaître. Mais finalement, si vous aviez bien révisé pour votre bac, vous la connaissez déjà. Donc, à savoir par cœur. C'est juste l'interprétation qui est un petit peu différente, qui est un peu plus générale cette année. C'est dv sur dt. Ah oui, parce qu'il reste un petit truc que je n'ai pas bien effacé. Effectivement, v point, c'est dv sur dt. Il n'y a pas de r devant. Oui. Le vecteur unitaire tangent, ET, il change de direction au cours du temps. Donc, il a bien une dérivée. On peut calculer sa dérivée par rapport au temps. Sa dérivée est non nulle. La dérivée d'un vecteur qui varie, c'est un autre vecteur. Pardon? D alpha. Alors, alpha, vous voyez ce que c'est? C'est l'angle. L'angle dont je tourne à partir du centre du cercle de courbure. Donc, alpha augmente quand m se déplace. Bon. On va faire une application. Vous me reposerez la question après si ce n'est pas clair. Oui? Pardon? Alors, c'est la même question. Bon, je répète. Ici, lorsque le point M se déplace entre ce point-là à l'instant t et ce point-là à l'instant t plus dt, je peux dire, vu du point C, de combien le point M a tourné. Et c'est ça que j'appelle l'angle alpha. Alors, pour un déplacement infinitésimal, je ne vais pas noter alpha, je note ça d alpha, parce que c'est un angle infinitésimal lui-même. Mais alpha, c'est l'angle dont on a tourné depuis la position initiale, vu depuis le point C, centre du cercle osculateur. Alors, en pratique, je ne vais pas vous demander de
savoir refaire cette démonstration-là. Voilà, parce qu'il y a une dérivée composée, c'est un petit peu abstrait. Par contre, il faut bien savoir utiliser la formule. Donc, exemple d'application. Exemple. Je vous donne une trajectoire en coordonnées cartésiennes et on va tout calculer à partir de ça. Donc, je suppose que, quel que soit t, le vecteur position, OM, il a deux coordonnées. On est dans le plan, hein, je vous rappelle, donc je donne juste les coordonnées x et y. X de t égale t, donc OM à l'instant t, c'est t sur x et t carré sur y. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez calculer avec ça? Vous allez calculer déjà le vecteur vitesse, le vecteur accélération. Vous allez calculer les deux parties ici. Vous allez calculer ces deux termes-là. Alors, au fait, tiens, pour les appellations, le premier terme, ici, ça, c'est deux composantes de l'accélération. Ce vecteur-là, il est tangent à la trajectoire. Donc, ça, on l'appelle accélération tangentielle. Et le deuxième terme, donc, c'est l'accélération normale. Okay. Donc, après avoir calculé le vecteur vitesse, le vecteur accélération, vous allez calculer, je décompose un petit peu, je vous aide, vous allez calculer la norme de V, vous allez calculer la dérivée de V par rapport au temps. Tout ça, c'est rapide en fait, hein. Vous allez calculer la norme de l'accélération. Et enfin, vous allez calculer le rayon de courbure à l'instant t. Allez-y. Alors peut-être déjà une première remarque. Ça ressemble à quoi la courbe, la trajectoire, à votre avis? Comment on appelle ça en maths? Une parabole. D'accord? C'est simple, il suffit de remplacer t par x, et du coup, vous voyez que y, c'est x au carré. Donc, c'est vraiment la parabole de base. Donc, ça correspond exactement à ce que je vous montre sur l'animation. Et donc, ce que je vous demande de calculer, au final, c'est le rayon du cercle qui est représenté ici, mais à un instant quelconque. Allez-y. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est que des calculs relativement simples, hein. Donc voilà, tout le monde peut y arriver. Si vous savez dériver, vous savez faire. Il y a un nom que je dois vous donner quand même. Le repère, je mets en remarque. Vous pouvez le mettre un peu au-dessus avant l'exemple. C'est ETEN. Le repère ETEN, c'est ce qu'on appelle le repère de Freinet. Je devrais préciser en fait l'origine, hein, c'est le point M quelconque sur la trajectoire ETEN. On parle toujours de courbe du plan. Pour le vrai repère de Freinet, on est dans l'espace et on définit un vecteur qu'on appelle le vecteur binormal qui est à la fois perpendiculaire à ET et EN. V point, je vous rappelle que c'est la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est pour ça que je demande de calculer d'abord la norme de la vitesse. Alors je demande de calculer V point et d'autre part je demande de calculer A, mais ce n'est pas deux fois la même chose. Attention, alors ça c'est un truc très important et c'est vrai que c'est une erreur assez courante. Je rappelle ceci, l'accélération, la norme de l'accélération est différente de la dérivée par rapport au temps de la vitesse. A est différent de V point. D'accord ? La preuve, quelqu'un peut me citer un exemple où c'est évidemment faux d'écrire que l'accélération, la norme de l'accélération vaut la dérivée de la norme de la vitesse. Dans quel exemple c'est évidemment faux? Oui. Alors, quand la vitesse est constante, je veux bien, mais
donnez-moi un exemple concret. Dans quelle trajectoire pour... Voilà, prenez un mouvement circulaire uniforme. Vous avez bien une accélération. Et d'ailleurs, vous voyez ici que dans le mouvement circulaire uniforme, ça veut dire que ça fait 0. Il reste un terme qui est v carré sur r. Donc vous pouvez avoir une accélération alors que la norme de la vitesse est constante. Vous êtes en voiture, vous prenez un virage à 50 km/h, il y a bien un vecteur accélération non nul. Voilà, donc attention, bon, quand je vous dis ça, vous allez me dire, bah oui, c'est évident, je le sais. Sauf que vous êtes quand même un certain nombre des fois à écrire ça. Ça, c'est faux. Voilà. Bon, alors, allez-y, un petit calcul. Alors, il y a beaucoup de trucs faciles là-dedans, je crois. Donc, mettons Yves, vous me dictez les coordonnées du vecteur vitesse. Pourquoi un demi? Pourquoi un demi? Le vecteur vitesse, c'est quoi par rapport au vecteur OM? C'est la dérivée. Donc je dérive chaque composante, donc ça fait pas 0 non plus. Je dérive par rapport au temps. Quelle est la dérivée de t par rapport au temps? Ça fait 1. Et après? Voilà. Bon, pas de difficulté. Ensuite, je passe au vecteur accélération. Évidemment, ça veut dire que je redérive. Alors, Francesco, quand je dérive, le vecteur vitesse, ça fait quoi? 0, 2. Donc, on voit qu'on a un vecteur accélération constant. Alors, maintenant, je veux la norme de la vitesse. Alors, c'est pas très compliqué. Hugo? Voilà. Bon, je vais mettre le 1 d'abord. Et j'écris directement 1 plus 4t carré. Okay. Alors, après, il y a la dérivée de la norme de la vitesse. Donc, la dérivée de l'expression qui est juste à gauche. Alors, Noam, ça fait combien? Dérivée par rapport au temps, hein, bien sûr. C'est la seule variable. Quelle est la dérivée par rapport à t de cette expression? Quelle est la dérivée de racine de x en mathématiques? Plus fort, hein? Ah non, c'est pas 1 sur x. Alors, on l'aide, oui. Alors, ok, si vous êtes à l'aise, vous me dites directement, ça fait combien la dérivée? Voilà, 8t sur 2 racine de 1 plus 4t carré. Donc, il faut décomposer. Hein, si vous n'êtes pas à l'aise, vous révisez. Dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Dérivée de racine de f, c'est 1 sur 2 racine de f que multiplie la dérivée de f. Dérivée de f par rapport à quoi? Ici, par rapport à t. Et donc, c'est la dérivée de 4t carré. Ça fait 8t. Voilà, il est là. Okay. Bon, alors évidemment, on peut simplifier. Hein. Quand on voit ça, il faut toujours simplifier pour la suite. Donc, 4t sur racine de 1 plus 4t carré. Ensuite, norme de l'accélération. Bon, voilà. C'est pas extrêmement compliqué. Évidemment, ça fait 2. Alors, comme on écrit un nombre, on va écrire son unité à côté. Unité du système international. Ok, alors maintenant le plus dur, c'est pas non plus horrible. Comment je peux faire à partir de ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors on isole, ok, alors l'idée de, c'est pas Mathilde, si c'est Mathilde. L'idée de Mathilde, c'est on isole dans la formule qui est en haut à droite, on isole R. Ok, pensez à ça. Hein, c'est pas tout à fait explicite, mais je pense qu'elle a compris ce qu'il faut faire. Allez-y. Pensez à ça. Comment je peux faire pour trouver R à partir de la formule qui est là? En utilisant ce qu'on a déjà calculé, évidemment. Je vous rappelle une chose, hein, si vous ne voyez pas, c'est que les vecteurs ET et EN, ils sont par définition orthogonaux. Donc, on a le droit de faire quoi? Quel théorème? Pythagore. On a le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc, allez-y. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je répète, vous avez... Bon, je vais l'écrire un petit peu en dessous. Je réécris la formule qui est au-dessus. Le vecteur accélération, au total, c'est v point fois ET. Je vous rappelle que ce que je suis en train d'écrire, vous devez le connaître par cœur. Plus v carré sur R fois EN.
Et ce que j'ai dit, c'est que les vecteurs ET et EN, on sait qu'ils sont orthogonaux. Ils sont de norme unité et en plus, ils sont orthogonaux. Ils forment une base orthonormée du plan. En plus, direct. Base orthonormée directe du plan. Donc, je peux appliquer le théorème de Pythagore. V point d'une part et V carré sur R d'autre part sont les deux composantes du vecteur accélération dans ce repère orthonormé direct. Donc, que donne le théorème de Pythagore? C'est Mahé qui va nous le dire. Ça donne quoi? Pythagore Pythagore, c'est des carrés. Donc, A carré égale, qu'est-ce que j'écris? Voilà, V point au carré plus, voilà, tout simplement. Ok? Bon, voilà, vous avez la recette. Qu'est-ce que ça donne? Si vous voulez, pour alléger les notations, je peux écrire que ça, c'est l'accélération tangentielle. J'avais déjà donné le nom, je le note A indice T comme tangentielle. Et l'autre partie, c'est l'accélération normale. Okay. Et donc, on peut calculer... on a déjà l'expression de l'accélération tangentielle. On peut exprimer l'accélération normale et puis en déduire, donc, en déduire R. Hein. Donc, la première étape, c'est... je réécris en dessous. Ça, c'est ce que je viens d'écrire, c'est la même chose que d'écrire accélération tangentielle au carré plus accélération normale au carré. L'accélération tangentielle, je répète, on l'a déjà, c'est V point. Et donc, première étape, je calcule ce deuxième terme qui est l'accélération normale au carré. C'est donc A carré, norme de l'accélération au carré, moins norme de l'accélération tangentielle au carré. Et puis ensuite, j'en déduis grand R. Allez-y, on a quasiment tout là sous les yeux. Et c'est des calculs qui tombent bien, hein, disons. Bon, donc je remplace A carré, j'ai A égale 2. Hein, donc A carré, ça fait 4. Et j'enlève donc l'accélération tangentielle au carré qui est V point au carré. Je le laisse sous les yeux, le V point. Donc V point carré, ça nous fait 16T carré sur racine de 1, sur pas de racine puisque c'est au carré, sur 1 plus 4t carré. Alors, je ne vais pas l'utiliser comme ça sera un peu compliqué. Je mets tout au même dénominateur sur 1 plus 4t carré. Voilà. Alors, quand je mets tout au même dénominateur, eh ben Samuel, finalement, qu'est-ce qu'il y a au numérateur? Oui, et donc en simplifiant, ça fait juste 4. Hein, les t carrés se simplifient. Voilà l'expression de an carré. Et donc j'en déduis que an, l'accélération normale, hein, qui vaut v carré sur r, c'est donc la racine de ce truc-là, c'est-à-dire 2 sur racine de 1 plus 4t carré. Et donc je répète que ça vaut v carré sur r. C'est un petit rappel. Bon, et moi justement, je cherche grand R, le rayon de courbure, à l'instant t. Bon, donc j'en déduis. Grand R égale V carré sur cette valeur-là. Hein, V carré sur AN. V carré, je le reprends ici, ça fait 1 plus 4T carré divisé par AN qui est là. Donc divisé par 2 sur racine de la même chose. Et donc au final, ça nous fait 1 demi de 1 plus 4t carré puissance 3 demi. Puisque la racine, je vous rappelle que c'est pareil que puissance 1 demi. Voilà, on a l'expression, on vient d'obtenir l'expression du rayon de courbure en fonction du temps. Donc ça correspond à l'évolution, sur l'animation que je vous ai montrée, l'évolution du rayon de ce cercle au cours du temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc on a fait le tour de toutes les coordonnées.
utile dans les exercices de prépa. Et donc, on commencera cet après-midi. On va faire, en fait, on étudie beaucoup les mouvements de rotation autour d'un point, autour d'un axe, hein, à partir de ces systèmes de coordonnées. S'il y a des questions, je peux effacer, je peux passer à la suite. Et on commence par la définition de la puissance d'une force. Alors, la puissance d'une force. D'une force F s'exerçant sur un point A Bon, pourquoi je dis un point? Parce qu'on fait de la mécanique du point. Les objets, je vous rappelle, sont considérés comme des points matériels. Donc, la puissance d'une force F s'exerçant sur un point A, ayant la vitesse V, bon, la vitesse V, je vous rappelle que ça dépend du référentiel. Hein. Je mets dans R, qui est le référentiel que l'on a choisi. C'est par définition. Alors, c'est noté avec un P. Bon, souvent on fait un P avec un petit peu alambiqué, hein, avec un petit peu des courbures comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre lettre qui sert pas mal en mécanique et puis en thermodynamique, c'est la pression. La pression, ça se note aussi P. Hein, donc c'est juste pour faire la différence entre les deux. Souvent on met un P un peu bizarre pour la puissance. Bon voilà. Alors, par définition, il y en a qui le savent sûrement parce qu'il me semble bien que c'est encore au programme en terminale. Qu'est-ce que c'est que la puissance, Tristan? Pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il faut rajouter, disons? C'est un produit scalaire. C'est pas un fois classique, c'est un produit scalaire. Alors finalement, c'est pas très utilisé dans les cours. Alors, faut croire. Hein. Donc vitesse v, voilà. C'est le produit scalaire FV. Comme la vitesse dépend du référentiel, la puissance dépend du référentiel. Je le mets tout de suite en remarque. Et je vous rappelle que si je mets un petit delta, c'est que je prends ça comme définition. Alors, pour le vocabulaire, tant qu'on y est, si la puissance est positive, on parle de puissance motrice. Puissance motrice. Bon, parce que ça correspond, on va le voir, avec une mise en mouvement et une augmentation de l'énergie cinétique, hein, en anticipant un petit peu sur les paragraphes suivants. Et si au contraire la puissance est négative, on parle de puissance résistante. Puissance résistante. De même, quand je vais parler du travail, on parlera de travail moteur et de travail résistant. Alors, exemple tout bête de calcul de puissance, on va revenir aux sources des anciennes unités de puissance. J'ai un petit dessin ici qui vous explique ce que c'est qu'un cheval vapeur. Vous savez que pour les voitures, souvent on donne les puissances en chevaux. Alors qu'est-ce que c'est que le cheval? Je vous explique. Donc vous pouvez faire un coupé-collé de ce cheval. On considère que un cheval moyen est capable, pendant une certaine durée assez longue, de soulever, comme c'est indiqué sur le schéma, de soulever une masse de 75 kg à la vitesse de 1 mètre par seconde. Voilà. C'est une convention, bien sûr. Hein, mais j'imagine que c'est ce qu'un cheval est capable de faire plusieurs heures par jour. Donc, j'écris ça. Soulève
Et nous allons calculer la puissance associée à cette action-là en utilisant cette définition-là. Alors, on va considérer que cette vitesse, elle est constante, c'est 1 mètre par seconde, constant. Et donc, puisque la vitesse est constante, qu'est-ce qu'on peut dire, Yann, de la tension du fil qui, sur le schéma, est reliée à la masse? Comment est-ce qu'on pourrait calculer la tension de ce fil, sachant que la vitesse est constante? Alors, donc je répète, il dit l'accélération est égale à 0 dans ce cas-là, effectivement. Et donc, alors, j'ai pas bien compris la fin de la phrase, et donc P est la tension du fil. Ah, s'annule, se compense, c'est ça, ok? D'accord, donc on ne va pas noter tout le détail. Je pense que vous avez saisi le truc. Si la vitesse est constante, bah, c'est le principe d'inertie qui s'applique. Somme des forces est égale à 0. C'est-à-dire que comme il n'y a que deux forces, le poids et la tension du fil, elles se compensent. Et donc je peux dire directement, même si la masse n'est pas immobile, je peux dire que la tension du fil s'oppose au poids. Donc c'est la même norme. V égale constante, V constante. Je peux dire que T, tension du fil, égale mg. Tension du fil. Voilà. Et puis je mets quand même une petite idée de la raison, hein, c'est P plus T égale MA est égal à 0. Voilà. Vous remarquez que s'il n'y a pas de vecteur à gauche, il n'y a pas de vecteur à droite. S'il y a un vecteur à gauche, il y a un vecteur à droite. Contrairement à ce que je lis quasiment sur toutes vos copies. Alors, maintenant qu'on a ça, ben on veut calculer la puissance exercée par le cheval, donc en fait exercée sur la masse par l'intermédiaire du fil. Donc ça revient à calculer la puissance de cette force de traction exercée par le fil sur la masse. Or, le déplacement, ben, il se fait à la verticale. La tension, la force de tension, elle est verticale, elle aussi. Et donc je peux écrire que la puissance de la force exercée par le fil, bon, c'est indirectement par le cheval, la puissance de cette force de tension, c'est quoi? C'est la tension du fil, produit scalaire, la vitesse de la masse m. D'accord? Tension du fil, j'ai déjà écrit V, vitesse de m. Ça, c'est vertical vers le haut. Ça, c'est vertical vers le haut. Donc, le produit scalaire se résume à un produit simple. Donc, c'est égal à T fois V. Mais T, on vient de dire que c'est mg. C'est mg fois V. Il n'y a plus qu'à rentrer les données numériques. On a dit que M, c'était 75 kg. 75 fois G qui vaut 9,81 multiplié par 1. Et ben, quand vous faites le calcul, vous devez trouver, en gros, je pense, 735 watts. D'accord ? Voilà. Ah oui, alors, ça me fait penser, au moment où j'écris l'unité, je n'avais pas encore dit ce que c'était l'unité. Quand on regarde la définition de la puissance, on peut dire que l'unité, c'est quoi? Ben, on a une force et une vitesse. Donc l'unité, c'est l'unité de la force qui multiplie l'unité de la vitesse. Donc on peut dire que c'est des newtons multipliés par des mètres par seconde. C'est un petit peu long à écrire. Donc l'unité SI, il faut savoir que ça s'appelle le watt. Donc comme c'est Monsieur Watt, inventeur de la première machine à vapeur efficace. Monsieur Watt, donc majuscule. Donc ça s'écrit avec une majuscule. Alors, le poids, c'est une force résistante. Ça part vers le bas. D'accord ? Donc il a une puissance qui est moins 735 watts, le poids, dans ce cas-là. Alors, donc ça s'appelle par définition, bon, c'est pas à connaître par cœur, moi je ne le connais pas, hein. Ça s'appelle un cheval vapeur. Un cheval vapeur. C'est une unité qui n'est plus utilisée, sauf pour les voitures. Alors, pour vous donner une idée, les voitures, si vous prenez une petite voiture genre une Clio, c'est dans les 70-80 chevaux.
C'est la puissance maximale hein, quand on parle des voitures. Alors que le cheval, il est quand même capable de travailler comme ça pendant des heures. Donc, exemple. Je prends des voitures françaises. Clio, 70 chevaux. Sinon, je peux prendre comme exemple une petite voiture qui est fabriquée artisanalement en Alsace, à Molsheim. C'est un petit peu plus. Alors, il y a des mauvaises langues qui les accusent de consommer un petit peu beaucoup, de polluer, tout ça, mais c'est des jaloux. Hein. Alors, après la puissance, le travail. Alors, on peut dire par exemple que la puissance, c'est la dérivée du travail par rapport au temps. C'est une façon de définir le travail. Donc, pour une durée infinitésimale, que je vais noter dt, le travail qui est réalisé par la force F, force extérieure appliquée sur le système, pendant la durée dt, on le note comme ça. Alors, je n'ai pas mis un petit d, j'ai mis un petit delta, je justifierai après. Delta W, c'est quantité infinitésimale de travail, c'est, on peut le prendre comme définition, c'est la puissance que multiplie cette durée infinitésimale dt. Voilà. Donc ça, c'est le travail, quantité infinitésimale de travail, ou travail infinitésimal de la force F extérieure. De la force extérieure, hein, puisqu'il s'agit toujours de forces qui sont appliquées depuis l'extérieur sur le système, de la force extérieure, grand F, et P, c'est puissance de la force F. Voilà. Bon, ça va être l'heure, je crois que je vais arrêter là. Voilà, bon appétit.